Euh, Alors, je vais peut-être juste faire un court préambule, mais simplement pour faire la transition avec ce qui vient d'être dit et puis les questions qui ont été posées sur comment entendre la propriété, qu'est-ce qu'on peut entendre par là, en tout cas en termes juridiques. Alors, dans le petit ouvrage La propriété de la terre, en un mot, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on pouvait lire aujourd'hui les textes relatifs à la propriété qui sont présents donc, notamment dans le Code civil, mais aussi dans d'autres codes, comme le Code de l'environnement, le Code rural ou autre, autrement que comme on le fait habituellement en regardant la propriété comme un pouvoir de domination des êtres humains, alors regardés comme des sujets de droit, sur des choses qui sont alors qualifiées d'objets de droit. Et qu'il était donc possible, sans modifier les textes, notamment du Code civil, donc l'article 544 du Code civil notamment, de regarder la propriété finalement comme un pouvoir de domination de personnes, alors considérées comme des habitantes, dans des choses alors qualifiées, requalifiées en fait en milieu, en habitat ou en séjour. On peut utiliser encore d'autres termes comme celui d'écoumène, par exemple, pour prendre le vocabulaire d'Augustin Berg, enfin, ou d'autres. Donc, évidemment, il y a une décision politique, parce qu'on peut très bien dire, essayons de faire sans, enfin, pour vous répondre aussi, essayez de faire, enfin, faisons sans la propriété. Par exemple, expliquons que les Kanaks ou que telle population africaine ne connaît absolument pas la propriété et que ça n'a aucun sens pour eux. Bon. C'est une position tout à fait possible qui ouvre alors, qui appelle alors à justement utiliser d'autres termes. Mais on peut aussi, et c'est vraiment un choix politique, dire la propriété peut revêtir différents sens. Elle peut revêtir le sens d'un pouvoir de domination, de souveraineté des êtres humains sur les choses. Et effectivement, c'est le sens qu'on lui donne habituellement dans l'Occident moderne. Mais on peut aussi lui donner d'autres sens. Et alors moi, je propose de la regarder comme un pouvoir d'habitation. Évidemment, ça donne beaucoup plus de place à l'usage et donc à l'usage que font les êtres humains d'une terre pour légitimer leurs droits. Et on peut le faire aussi, non pas forcément en sortant même de notre droit occidental, mais en sortant seulement du droit occidental moderne, en retournant au droit romain, au droit médiéval, et en regardant comment la propriété alors était considérée. La propriété était alors simplement de regarder comme un droit d'usage, en fait. Un droit d'usage de différentes choses qui n'étaient pas alors considérées comme des objets absorbés entièrement par le pouvoir du propriétaire. Avec toujours un décalage finalement entre le pouvoir du propriétaire, le pouvoir qui était finalement simplement un pouvoir d'user des choses d'une certaine manière, éventuellement avec d'autres propriétaires, d'autres habitants. Et alors le lien que je peux faire moi avec la ZAD, je ne l'ai pas fait immédiatement parce que je n'ai pas du tout écrit en pensant à la ZAD, c'était pas du tout un de mes objets d'étude, c'était bien plutôt le droit de l'environnement. C'est que dans la conception que je propose de la propriété, c'est-à-dire de la redéfinir comme un pouvoir d'habiter, je dis justement que la propriété n'absorbe pas les choses qui sont appropriées et que les choses sont donc toujours aussi, appartiennent toujours aussi dans une certaine mesure aux personnes qui n'ont pas de titre de propriété. Parce que finalement, si on regarde la propriété comme un pouvoir d'habiter, eh bien, être propriétaire, c'est simplement avoir une place dans la chose. Une place dans un milieu, une place dans un habitat. Et on peut tout à fait avoir une place, donc un titre dans la chose, mais aussi on peut habiter la chose sans titre, sans place, sans droit de propriété. Donc évidemment, ça donne ça ouvre à la question de l'occupation sans titre, à la question des squats et à la question justement du droit d'habiter des personnes qui n'ont pas de place officielle dans la chose, en particulier dans la terre ou dans les fonds de terre. Voilà, mais moi là je suis très heureuse évidemment qu'il y ait des échos et j'étais la première lorsque
lorsqu'est paru le livre, à me demander si ça allait être repris, avec un peu d'anxiété d'ailleurs, parce que l'occupation sans titre, et je fais le lien avec des historiens, des historiens de la Révolution française, qui proposent une relecture alternative de la Révolution française. Je pense notamment à Yannick Bosque, qui défendent un droit à l'insurrection des habitants sans titre contre les propriétaires, au sens légal du terme, et qui ont donc une propriété dite territoriale. Donc évidemment, j'avais la crainte que ça puisse être utilisé pour légitimer, par exemple, des actions violentes. Or, j'ai pas réfléchi en fait sur cette question, donc en fait, j'ai pas de point de vue. Voilà. Mais alors, je voulais pas vous parler a priori de la ZAD sur laquelle j'ai pas encore mis les pieds. C'était juste pour faire le lien dans la mesure du possible. Je pensais repartir, mais peut-être que le temps est maintenant déjà écoulé, je sais pas. Ça fait combien de temps? Ça commence. Ah bon, d'accord. Je voulais repartir du titre « Commun n'est pas collectif », puisque c'est le titre, et puis que Emmanuel m'avait demandé aussi comment ça pouvait résonner justement en droit. Alors c'est pas du tout évident en fait, parce que « commun n'est pas collectif ». Alors déjà le terme commun, c'est pas un terme juridique. Alors ça peut aussi bien renvoyer, j'ai vu tout à l'heure qu'on vous en avait parlé l'an dernier, par exemple aux choses communes, aux res communes, ces choses qui n'appartiennent à personne en particulier, mais qui sont à l'usage de tous. Ça peut aussi renvoyer à la notion de patrimoine commun, patrimoine naturel et culturel commun. Et ça peut aussi renvoyer, et là je vais vous parler de ça, si j'ai le temps, ça peut aussi renvoyer aux communaux, qui sont définis à l'article 542 du Code civil, et qui sont ces biens qui appartiennent aux habitants d'une commune, où on peut élargir, au-delà de la lettre de l'article 542, aux habitants d'une section de communes. Donc le commun, là, ça devient le communal. C'est-à-dire ces biens dits communaux ou bien dits sectionnaux qui appartiennent à une commune ou à une section de commune. Je vais revenir sur l'expression de section de commune. Donc, ce qui est délicat, c'est que la plupart des juristes disent « Nous ne connaissons pas la propriété collective. Certes, nous connaissons l'indivision ou la copropriété des immeubles bâtis, mais ce n'est jamais de la propriété collective parce que finalement, on retombe toujours sur des quotes-parts qui appartiendraient aux copropriétaires ou aux indivisaires. Et donc finalement, derrière l'indivision ou derrière la copropriété des immeubles bâtis, on aurait tous chacun que une quote-part, la propriété d'une quote-part. Et on pourrait repartir donc sur la propriété individuelle. Et donc, où est la propriété collective? Finalement, on ne la connaîtrait pas. Mais il me semble qu'à l'article 542 du Code civil, donc toujours cette définition des biens communaux comme appartenant aux habitants, à la généralité des habitants, à l'universalité des habitants, on a une définition vraiment d'une propriété collective, au sens qui ne se ramène pas à une multiplicité d'individus qui auraient la propriété de quote-part particulière. Voilà, une vraie propriété collective au sens où on ne peut pas repartir sur de l'individuel. Donc moi je dirais plutôt le commun, si ce sont les communaux, c'est justement un modèle de propriété collective. Et c'est pour ça que l'opposition pour moi entre commun et collectif n'est pas du tout évidente sur le terrain du droit. Par contre, je pense que ça renvoie à une opposition entre une approche économiste des communs et une approche anthropologiste, d'anthropologue, quoi. Puisque chez Elinor Ostrom, en effet, on définit le commun comme, disons, des ressources qui sont mises en commun par une communauté de personnes qui sont alors simplement des personnes humaines, on renvoie à une communauté d'êtres humains, et qui ont des règles pour gérer ces ressources mises en commun et des règles pour résoudre les conflits, etc. Et donc, cette définition des communs ostromiens, elle se trouve être critiquée ou alors critiquable en tout cas à l'aune de travaux d'anthropologues et aussi de philosophes. Je pense à Bruno Latour et à Philippe Descola, qui utilisent bien plutôt les termes de collectif. Et c'est vrai que, je vais juste en rester à Philippe Descola, si on reprend la définition qu'il donne de ces collectifs, eh bien, cela peut entrer en opposition
aboutir à critiquer la notion de commun au sens austromien du terme. Puisque Philippe Descola, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler un tout petit peu, je parle pour les étudiants, voilà. C'est donc un anthropologue extrêmement connu qui occupe en ce moment, jusqu'à cette année, je crois, une chaire d'anthropologie au Collège de France et qui a donc publié un article, enfin, c'est pas un article, c'est un ouvrage vraiment majeur qui est Par-delà nature et culture. Et dans cet ouvrage, il explique qu'il y a plusieurs manières de vivre la condition humaine possible. Je ne vais pas vous faire un exposé, mais bon, il y en a en gros 4. Et la manière naturaliste, animiste, analogiste et totémiste. Et la manière naturaliste de vivre la condition humaine, ça correspond pour lui à la manière de vivre la condition humaine des Occidentaux depuis la fin de la Renaissance. Donc des Occidentaux modernes, si vous voulez. Et à chacune de ces 4 manières de vivre la condition humaine, il fait correspondre 4 types de collectifs différents. Et pour la manière de vivre la condition humaine de manière naturaliste, il fait correspondre le collectif qu'il dit donc naturaliste, collectif naturaliste. Et dans le collectif naturaliste, on a en effet des collectifs qui sont composés uniquement d'êtres humains et qui font collectif ensemble en considérant que les seuls membres de la communauté, ce sont des êtres humains. Et donc en excluant totalement les non-humains qui ont alors le statut de ressources. Et évidemment, on retombe sur la vision ostromienne du commun. Mais ce que nous dit Philippe Descola, c'est qu'il y a plein d'autres manières de définir les collectifs. Il n'y a pas que le collectif naturaliste, et donc il n'y a pas que le commun ostromien. On peut faire communauté, on peut créer des communautés qui ne se ramènent pas à des collectifs naturalistes. Et lui, bon, évidemment, il y a le collectif animiste, le collectif analogiste, le collectif totémiste. Évidemment, je ne suis pas en mesure là dans le temps qui est imparti, de faire un exposé de chacune de ces manières de penser le collectif. Mais lui, il nous dit, pour sortir du collectif naturaliste, et donc finalement, un petit peu vite, je schématise, du commun ostromien, il faudrait peut-être repenser au collectif analogiste. Parce que les collectifs analogistes, ce sont des collectifs que nous avons déjà connus avant la fin de la Renaissance, puisque selon lui, avant la fin de la Renaissance, on vivait de manière non pas dite naturaliste, en considérant justement que la communauté, elle comprend uniquement des êtres humains, mais on vivait de manière analogiste. Et, alors je ne peux pas non plus reprendre, mais le collectif analogiste, c'est un collectif qui inclut des êtres humains et des non-humains, et qui se concentre sur les relations entre chacune des singularités, en fait, qu'elles soient humaines ou non humaines. Je vais peut-être avancer plutôt que de continuer sur... on pourra y revenir après, mais la question que je me pose aujourd'hui, moi, c'est de savoir si les sections de communes, donc ces communaux assez particuliers, dont je ne sais pas si je vais avoir le temps de traiter finalement, tu me dis ? Si c'est communaux, savoir si ces formes de communaux assez particuliers qu'on connaît dans le Massif central encore aujourd'hui, et notamment ici sur le plateau des Mille Vaches, est-ce que ça pourrait pas nous amener à dépasser le commun ostromien et donc le collectif naturaliste pour retrouver le collectif analogiste, et donc une manière de penser notamment le droit, qui nous permettent de nous ouvrir à l'idée que le collectif, ça peut se penser en ouvrant la communauté à des non-humains, et donc en réétudiant ces relations qui pourraient exister entre des non-humains, entre des humains et des non-humains, et évidemment entre les humains eux-mêmes. Alors, je quitte ce terrain, on va dire, un peu trop peut-être conceptuel pour entrer dans le vif du sujet, mais vous allez me dire qu'il n'y a plus le temps. Donc je voulais vous parler... Non, tu me dis, hein, je ne me rends pas compte. Donc je voulais vous parler en particulier donc vous avez compris la problématique générale, des sections de communes. Et donc de ces communaux assez particuliers qui existent encore aujourd'hui, notamment dans le Massif central et en particulier sur le plateau des Mille Vaches. Alors,
que sont les sections de communes? Les sections de communes, ce sont, pour le présenter de manière un peu justement moderne, et comme ça vous comprendrez tout de suite, ce sont des circonscriptions infracommunales. C'est-à-dire que au sein d'une grande commune comme celle de Ned ici, eh bien, vous avez évidemment le bourg de Ned, qui est peut-être un petit peu plus important que les autres hameaux qui font partie de la commune de Ned. Mais en tout cas, vous avez plusieurs villages, plusieurs hameaux. Et ces hameaux, ces villages, juridiquement, ce sont des sections de communes. Donc, on a la commune, et à l'intérieur, on a plein de sections de communes. Et ces sections de communes, elles ont encore en droit, et en particulier dans le Code général des collectivités territoriales, un régime juridique particulier qui permet aux habitants de la section de commune de gérer en commun, alors là je suis très très générale, leurs biens communs, que l'on dit alors des biens sectionnaux. Et ce sont la plupart du temps des pâturages. Ici, ce sont devenus, avec le temps, finalement, des bouts de forêt, des sectionnaux forestiers. Ça peut être aussi un moulin, un étang, enfin il y a toutes sortes de biens. Et la difficulté sur le terrain simplement juridique, c'est qu'on a une loi du 27 mai 2013 qui vise officiellement à moderniser les sections de communes et qui, en réalité, mais je force pas du tout le trait là, c'est vraiment la réalité, vise à les faire disparaître progressivement. C'est le choix du législateur, c'est le choix de Monsieur Mézard, donc qui a été un temps justement au début de la présidentielle de Macron, ministre, on va dire, enfin bon, bref. Donc ça a été. Donc ce Monsieur Mézard est à l'origine d'une loi qui vise à faire supprimer des communaux rémanents, c'est-à-dire des communaux qui subsistent encore aujourd'hui. Et qui sont comme notre dernière manière en fait de vivre le communal, au sens où c'est pas simplement un communal institutionnel, administratif, comme l'est aujourd'hui la commune, une collectivité territoriale, où on a encore l'idée des biens qui sont gérés ensemble par des habitants. Donc il y a toute une série de mesures, mais je vais passer dessus, qui visent à faire disparaître donc progressivement les sections de communes. Notamment, la grande idée, c'est de transférer les biens de section, donc les biens des villages ou des hameaux, à la collectivité territoriale de la commune. Donc ça tombe dans le domaine privé de la commune, et après, évidemment, la commune, elle est libre de vendre les biens de section. Et ça arrive évidemment dans un contexte où les communes ont de moins en moins de sous. Ils sont donc appelés finalement à vendre à terme les biens qui constituent leur patrimoine. Donc ça participe, si vous voulez, d'une forme de privatisation finalement des biens publics, puisque à un moment donné, ils passent du patrimoine des habitants au patrimoine de la commune. Mais pour éventuellement après se retrouver finalement des bouts de terres forestières privées. Forestières pour, je pense, essentiellement au plateau. Donc, je passe sur tous les mécanismes qui sont, tous les outils qui ont été, utilisés, enfin qui sont désormais dans la loi de 2013 pour supprimer les sections de communes. Juste pourquoi je me suis déplacée sur le plateau des Mille Vaches dans un premier temps et puis ailleurs ensuite. Pourquoi faire une étude de terrain en droit? Parce que je me suis rendu compte que, en écoutant les travaux parlementaires et aussi en les lisant, les travaux parlementaires relatifs à la loi de modernisation des sections de communes, on avait écouté les maires, notamment les maires du Cantal, qui souhaitaient les faire disparaître en disant que c'était archaïque, que ça créait des conflits interminables et que c'était un frein au développement économique. Et donc j'ai voulu aller écouter les gens du lieu, enfin les locaux, quoi, les habitants, enfin les membres des sections de communes, les communiers, pour leur demander eux ce qu'ils en pensaient, quelle était leur manière de penser les choses. Évidemment, l'idée c'était aussi de garder une trace, puisque comme ça allait disparaître, d'aller récolter en quelque sorte la parole des gens. Alors pourquoi sur le plateau des Mille Vaches en particulier? Parce que vous avez parce que je me suis aperçue tout simplement depuis mon ordinateur chez moi que
sur le plateau des Mille Vaches, il y avait une question qui était posée relative aux sections de communes et que donc des gens s'étaient emparés de l'institution section de communes pour se demander s'il y avait là une manière possible de se réapproprier les biens de leur territoire, les pâturages, les forêts, les moulins, etc. Donc, on retrouve ça dans le journal d'information et de débat du plateau des Mille Vaches. Et évidemment, sur Télé Mille Vaches, vous avez en ligne, aisément accessible, un reportage qui est fait sur ces sections de communes. Et puis alors, vous allez me dire pourquoi j'en suis au Pigerolles, parce que notamment, je me suis d'abord déplacée à Ned, puisque à Ned, il y avait encore un certain nombre en fait donc ici, ça a été mon premier terrain, parce que ici, sur cette section de commune de Ned, on avait encore, avant la loi de 2014, plusieurs sections de communes qui étaient dotées de commissions syndicales. Les commissions syndicales, ce sont comme de mini conseils municipaux finalement. Donc ça veut dire qu'on avait encore les moyens, disons, institutionnels de représenter la parole des habitants, même au niveau ensuite de la commune. Et donc il y avait encore une possibilité qui était accordée aux habitants du plateau des Mille Vaches, dans certaines sections de communes, de gérer leurs biens indépendamment, seuls. Juste un mot alors sur les sections de communes de Ned. Si je vous emmène ensuite tout de suite sur Jançoux-Pigerolles, c'est parce qu'en fait les sections de communes de Ned, elles donnent raison au législateur qui nous dit que donne raison finalement aux travaux parlementaires préparant la disparition des sections de communes, puisque sur la commune de Ned, pour les sections de communes qui étaient dotées de commissions syndicales, eh bien, finalement, je me suis aperçue, en allant à la rencontre des gens et en faisant littéralement du porte-à-porte, que les gens ignoraient généralement ce qu'étaient les sections de communes, et que lorsqu'ils connaissaient l'existence des sections de communes, eh bien, ils ignoraient où se trouvaient les biens sectionnaux, et donc en particulier les forêts, et que même les personnes qui étaient membres des commissions syndicales, finalement, la plupart du temps, signaient sans comprendre ce qu'ils faisaient, en faisant simplement confiance au président, parce que généralement ce sont des hommes, mais c'est pas toujours le cas. Oui, bon, c'était le cas ici, là. Au président de la commission syndicale. Et c'est pas parce que tu vois qui c'est du coup. D'accord. Et bon, pour l'instant, il y en a plus depuis 2014, de toute manière. Je sais pas qui est avec Jean-Michel Canet. Ah oui, oui, d'accord, oui. D'accord. Alors justement, il y avait la section du Châtenay-Léry qui était dotée d'une commission syndicale jusqu'en 2014. Alors là, j'ai interrogé le président et sa femme de la commission syndicale. En fait, il s'avérait que c'était des propriétaires forestiers par ailleurs, qu'ils avaient intégré la commission syndicale et donc s'étaient fait élire, mais ils me disaient qu'ils n'avaient pas été élus. Donc ils n'en avaient pas forcément pris conscience. Simplement parce qu'ils souhaitaient pratiquer des remembrements au sein de leur propriété forestière et acheter des biens de section pour avoir un terrain plus continu. Donc finalement, ils n'étaient pas intéressés par la gestion des biens de section. Et puis au final, je me suis aperçue qu'ils étaient aussi, mais ils me l'ont dit, adhérents à la coopérative Alliance Bois. Et du coup, il y avait des répercussions dans le choix des essences forestières pour les biens de section. Ils étaient ils souhaitaient que ce soit du Douglas qui soit planté. Ils avaient vraiment une vision extractive de la forêt. Donc bref, je passe, mais je me suis dit que voilà, c'était pas la bonne section. Que j'allais pas retrouver le sens du commun, même pas du commun naturaliste, quoi. Enfin, pas de sens de commun. La section, il y avait la section du mât fauché. Alors intéressante parce que ceux qui connaissaient finalement ce qu'étaient des biens de section, c'était un couple d'Anglais qui m'ont bon, je passe, mais il y avait une fontaine sectionnelle qui a eu qui était vraiment pensé par eux comme étant du communal. Ils m'ont renvoyé notamment
à la Bible, cette idée de la fontaine, enfin bon, bref, je passe parce que ça me paraît pas le plus important, mais en tout cas, il y avait un certain sens, par des Anglais qui s'étaient approprié en fait l'histoire du sectionnal et qui avaient défendu donc la fontaine du village parce il y a quelqu'un, comment dire, le propriétaire forestier d'où partait la source qui allait jusqu'à la fontaine, voilà, avait coupé. Voilà. Donc c'est eux qui ont fait en sorte que la fontaine de nouveau coule au bénéfice de tout le monde et permette des discussions autour de la fontaine, d'où le lien avec la Bible. Mais au final, je suis repartie de là en me disant que décidément, il n'y avait pas non plus de sens du commun, notamment parce que je suis allée interroger le président de la commission syndicale et que lui, finalement, était très triste que la commission syndicale disparaisse, mais c'était simplement un attachement nostalgique. C'était en se remémorant les propos de la grand-mère qui disait « il ne faut pas lâcher les biens de section, c'est notre histoire, petite, je montais les bêtes au pâturage », mais il n'y avait pas de… comment dire ? Alors, pas de projet, j'ose pas utiliser le mot projet, parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire que de se projeter, de monter des projets, etc. Bon, je sais pas. Je sais que… Mais en tout cas, il n'y avait pas… comment dire ? Je sais qu'il y a débat là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas vraiment réfléchi. Donc en tout cas, il n'y avait pas d'usage commun des biens forestiers et non plus des pâturages parce que c'était des usages uniquement individuels. Alors sur la section du Lausa, c'était un tout petit peu plus un peu plus intéressant parce que justement le président de la commission syndicale était extrêmement impliqué, extrêmement déçu que la commission syndicale disparaisse. Et lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que c'était très très difficile de monter des listes pour créer une commission syndicale parce que personne ne voulait participer, parce que finalement tout le monde ignorait ce qu'était la forêt. Et il n'y avait plus de culture forestière. Et il m'a raconté, par exemple, qu'il avait tenté d'intégrer, de prendre dans sa liste, alors déjà, je me suis dit, prendre dans sa liste, qu'est-ce que ça veut dire, des femmes, parce qu'il y en avait une d'elles, par exemple, qui avait un discours écolo. Alors elle s'était dit, ça va être bien. Et puis finalement, cette femme-là a fait le choix du sapin pectinet pour replanter des essences. Et finalement, lui, il attendait qu'elle se prononce pour des feuillus. Donc, il était vraiment en fait seul, c'est ça, je veux dire. Là, il y avait effectivement une connaissance très fine, à la fois parce qu'il était par ailleurs propriétaire forestier de la question forestière, aussi du droit sectionnal, mais enfin vraiment il en connaissait il connaissait les arcanes législatives, mais il n'était pas arrivé à rassembler autour de lui des gens pour gérer ensemble ces biens. Bon, je passe sur. Est-ce que je peux vous dire un mot de Jean-Sous Pigerol ou on s'arrête là? Non, c'est bon? Ouais. Non, mais. Alors, Jean-Sous Pigerol. Donc c'est pareil, c'est une commune qui est très très étendue et qui comprend en son sein un très grand nombre de hameaux et de villages et donc de sections de communes. Et on avait jusqu'en 2014, encore une fois, un certain nombre de commissions syndicales. Alors, les sections de Jean-Sous Communes-la-Creuse, je pense que ce sont... j'avais marqué pour les premières, je les avais intitulées des simulacres de commun, et pour celles-ci, des pousses de commun en terre hostile, parce qu'en fait, il y a eu un changement législatif qui a tout changé pour les gens qui s'intéressaient aux sections de communes en 2014. Avant, on avait un maire, M. Simon, qui était assez favorable finalement à la réutilisation des biens de section, notamment par des agriculteurs, et après, on a eu une mairesse, je ne sais pas si elle est toujours en place, je n'ai pas regardé, qui était, elle, clairement hostile, et pour des raisons vraiment politiques, étant contre ce qu'elle appelait les décroissants venus s'installer sur la commune. Bon, alors,
ce que je pourrais vous dire, c'est que s'agissant de Jean-Sous Pigerol, on peut voir que pour ce qui concerne la préservation du patrimoine local, il y avait en 2014, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il y avait en 2014 un certain nombre de sectionnaires, donc de communiers, qui s'intéressaient au patrimoine sectionnal, donc au patrimoine commun de leur village. Notamment pour le pont de Sénouet, que vous retrouvez sur toutes les cartes postales, enfin pas toutes, non, mais un certain nombre de cartes postales de la région finalement, même du plateau des 1000 vaches. Donc c'est un peu un symbole, le pont de Sénouet. Et là, on a un certain nombre de sectionnaires qui ont œuvré pour la préservation de pont. Donc c'est un projet qui avait été initié donc par l'ancienne commission syndicale. Simplement, la commission syndicale a disparu et ensuite, c'est la mairesse qui a repris les rênes. Je ne sais pas ce qu'il en était, mais elle voulait installer un parking à côté du pont. Elle avait vraiment une vision touristique des choses et donc ça correspondait plus, en tout cas, à ce qu'avaient souhaité initialement les sectionnaires. Je passe, je vais vite. On a aussi une volonté chez certains sectionnaires ou communiers, notamment dans la section de commune de Gorce, de préserver des biens de section. Ici, c'est un moulin. Je pense que ça a dû... Je ne suis pas retournée plus exactement. Mais c'était très intéressant parce que là, c'était le naturaliste qui m'a justement donné le petit livret rouge dont on vous a parlé plusieurs fois. Et alors là, il y avait vraiment toute une idée de reconstruire le moulin en utilisant des huiles biodégradables, en utilisant du bois non traité. Enfin, vraiment, là, c'est un projet, on va dire, écologique. Simplement, comme il n'y avait plus assez puisque les conditions de création de la commission syndicale ont été durcies en 2013, il n'y avait plus, alors à l'époque, en 2014, la possibilité de créer une commission syndicale. Du coup, ils ont créé une association en lieu et place de la commission syndicale. Je reviens pas sur les détails, mais en fait, juridiquement, ça rime pas à grand chose, mais je vais pas rentrer dans les détails juridiques. Mais c'est intéressant que, il y a une institution qui tombe et les gens utilisent finalement les moyens du bord et les institutions juridiques restantes, en l'occurrence ici une association, pour continuer de préserver un bien commun finalement. Alors à côté on a le hameau de Joux qui est donc aussi une section de commune. Alors là c'était assez intéressant parce que je me suis aperçue en relisant les archives municipales, donc trouvées à la mairie de Jean-Sous Pigerol, que les sectionnaires, les communiers donc en 76 avaient fait obstacle à l'implantation d'une usine de traitement de bois. Et donc j'ai repris donc les registres de délibération de la commission, de la commission syndicale qui avait été créée à l'époque, et on voit très bien que là les gens, l'usine elle doit s'installer juste à côté de chez eux. Et à l'époque encore, ils ont un pouvoir de décision sur l'implantation de cette usine, puisque ça touche à l'étang et que pour changer la destination de l'étang, il faut leur accord. Et ces gens, ils sont vraiment intéressés aux conséquences que ça pouvait avoir sur leur section de commune, donc sur leur territoire, et puis aux alentours, d'un point de vue environnemental, sanitaire, etc. Et là, ils ont refusé tout simplement parce qu'il y avait des produits toxiques qui auraient été déversés dans l'étang, donc ils pourraient plus pêcher leurs truites, etc. Ils sont déplacés à Meymac pour vérifier qu'il y avait pour regarder comment une usine de la même société traitait, quelles étaient les incidences de l'activité de cette société à Meymac. Et en fait, ils ont tiré la conclusion qu'il fallait surtout pas que ça s'installe chez eux. Donc vous voyez ici que la section de commune, pour donner raison aux législateurs, effectivement fait obstacle au développement économique de la section de commune. Mais vous voyez que si on a en tête le développement économique au sens qui a été redéfini ce matin, au contraire, on prend soin du territoire et on est d'autant plus intéressé que l'on est en quelque sorte propriétaire au sens propriétaire d'un bien qui commun, est proche.
j'arrêterai peut-être là après, même si après parce que sinon ça va être trop long. Sur le pastoralisme, on a sur la section de Sénouet, c'était assez intéressant. Je vais directement à l'essentiel. Parce que sur la section de Sénouet, donc toujours sur Jean-Sou Pigerol, hein, là c'est dommage, vous ne pouvez pas lire, hein, je ne vais pas grossir. Non. Il y avait un projet, relancer la section des salles, pourquoi faire? Et alors là, tout le laïus, tout le texte est articulé autour de la notion de bien commun, de commun, avec des projets de construire, élaborer un verger collectif, un troupeau commun de porcs, etc. Et tout est pensé autour, on retrouve les termes de démocratie locale, de démocratie participative, de démocratie de proximité, etc. Donc là, on a vraiment la conscience que l'institution de la section de commune, ça peut être repris pour penser le commun. Juste pour mot de l'histoire, finalement, il n'y a ni eu de verger collectif, ni de troupeaux de porcs en commun, ni rien. Par contre, il y a eu l'utilisation, je crois que j'ai là, non, après, finalement, bon, je vais vite. Finalement, c'est le fils d'un des agriculteurs sur place qui avait pris sa retraite, qui a réutilisé le pâturage sectionnel pour les estives. Parce que le fils de l'agriculteur qui utilisait jusqu'alors les pâturages sectionnaux a déménagé à Toulouse et finalement lui et certains de ses amis montent désormais, en tout cas en 2014, les bêtes sur le pâturage sectionnel. Et donc, il y a un usage à nouveau collectif qui se fait, ou en tout cas qui se faisait sur le terrain de Sénouet. Mais en même temps, ce ne sont pas vraiment les habitants de la section de commune. Finalement, ce sont des étrangers à la section qui en font un usage. Mais j'avais noté des choses intéressantes puisque le fils avait une vision alternative finalement du pastoralisme et entendait vivre avec les animaux de telle sorte qu'il faisait sauter les clôtures, les barbelés que son père avait installés tout au long finalement de sa carrière à lui d'agriculteur. Donc il y avait une manière aussi de désenclosure finalement du pâturage. Après, sinon, je vous aurais parlé mais ça va vraiment être trop long. Voilà, sinon, je vous aurais parlé de la forêt en fait, des biens forestiers de Jean Supprigerolles et de ce qu'il en a été. Peut-être que ça peut venir après dans les questions, parce que là, je pense que j'étais vraiment dépassée. Moi, il y a une chose qui me frappe, là, c'est la réapparition du mot syndicat, qu'on oublie un peu, c'est-à-dire le syndicat des copropriétaires, par exemple. On appelle ça un syndic pour pas s'en mêler le pinceau. Hein? Pas tout à fait. En fait, étymologiquement, c'est la même origine, c'est la cogestion d'une situation. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, on arrive avec la commission syndicale comme instance en fait de gouvernance, on va dire, d'un bien commun. C'est à peu près ça. Et que celles-ci, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont périclité par manque d'activité ou d'implication de ses membres, voilà, de ses membres potentiels. Alors, je ne sais pas comment on s'inscrit ou on est membre de ce syndicat. Je pense que tout habitant, en fait, est membre de droit, du fait. C'est un peu plus compliqué que ça, il y a d'autres conditions à remplir. Mais... Il y a des conditions à remplir, puis ensuite il y a une structure décisionnaire qui va désigner son président, qui va désigner... C'est un président, je ne sais pas, c'est un... Oui, il y a un président aussi au sein de la commission syndicale. Donc il y a une structure en fait participative, hiérarchisée, comme dans tous les syndicats, on va dire les syndics, on retrouve à peu près le même dispositif. Et que ce qui est intéressant, c'est de constater, intéressant ou dramatique, c'est de constater qu'en fait, ça s'épuise, et que finalement, ça remet en question cette relation à un bien commun, dans le sens où ça le fragilise, parce qu'il n'y a pas cette dynamique collective. Et c'est marrant, parce que c'est un mouvement qu'on retrouve du point de vue des syndicats, bien sûr, on le sait, la chute des adhérents.
Et c'est cette érosion qui pose question aussi. Pourquoi, à un moment, Oui. cette participation, finalement, s'épuise? Qu'est-ce qui manque? Mm. Qu'est-ce qui a manqué ou qu'est-ce qui manque dans l'application ou dans... Ouais. Ah. Je rebondis là-dessus, parce qu'en fait, la question du syndicat, ça existe aussi dans les lotissements. Oui. Dans les lotissements. C'est-à-dire que quand un lotissement se constitue, il y a une association syndicale qui gère les parties communes, les voiries, les jardins, etc., tant que ces biens-là ne sont pas reversés à la commune. Mais, et non pas, ça existe encore. Et puis, il y a deux choses une autre chose que je note aussi, c'est que finalement, dans ce que tu nous racontes, il y a des aventures comme ça avec les communaux. Finalement, c'est plus facile de s'organiser quand on est contre que plutôt quand on est pour un projet. C'est-à-dire que la peur de quelque chose, là, cette usine qui vient, fait que ça va être plus facile de s'organiser plutôt que de créer un troupeau de brebis. Et ça renvoie exactement Oui. à l'âge de l'univers. Alors là, je pense que c'est biaisé parce que je vais parler non pas de tout le plateau d'Émile Vache, mais de seulement 2 communes du plateau d'Émile Vache, de certaines des sections de la... Voilà. Et si j'avais pas parlé, par exemple, de... Si j'avais parlé de Sagné-Goudoulet, par exemple, sur le haut plateau ardéchois, j'aurais pas du tout eu la même analyse. En fait, c'est très difficile de dresser un tableau un peu scientifique, objectif, je sais pas comment dire, des sections de communes, parce qu'en fait, les situations, elles sont à chaque fois très différentes d'une commune à l'autre. Je dirais simplement que sur le plateau d'Émile Vache, je pensais qu'effectivement, les projets collectifs aboutiraient plus aisément que dans d'autres communes. Mais en réalité, il y a, bon, je n'ai pas abordé, mais il y a toute la problématique forestière, à mon avis, qui fait obstacle, parce que la plupart des biens de section sont devenus des biens forestiers, alors même que c'était avant des biens pâturés, et donc il n'y a pas de connaissance, en fait, de ce que c'est que le droit d'affouage, il n'y a pas de culture forestière, en fait, ou en tout cas, elle est trop récente pour que les gens se battent pour leurs droits forestiers. Donc peut-être que ça a aussi beaucoup fragilisé finalement l'institution même des sections de communes. Et puis il y a aussi un autre biais, pour répondre aussi à la question sur le syndicat, en fait moi quand j'ai commencé à travailler sur les sections de communes, donc c'était très difficile parce qu'en fait je me suis rendu compte que à la fois c'était très peu connu et en même temps il y en avait des milliers sur la France, sur le territoire français, en particulier sur le Massif central. Et donc en fait je savais pas par où commencer et l'un de mes critères ça a été apparemment d'après les législateurs, bon évidemment c'est d'après un peu la police, mais bon il y a 200 communes qui comprennent des sections de communes qui sont dotées de commissions syndicales. Et je me suis dit, a priori, ce sont les sections de communes dotées de commissions syndicales qui sont les plus vivantes. Et donc, c'est d'abord vers elles que je vais aller. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un mauvais critère dès le départ, c'est-à-dire en mettant ici les pieds à NED, parce qu'à NED, les commissions syndicales, elles ont été créées à l'initiative de la mairie pour pouvoir plus aisément vendre les biens de section. Parce que quand on vend les biens de section et que la section commune est dotée d'une commission syndicale, il suffit de consulter et d'obtenir l'aval de la commission syndicale. Alors que lorsque la commission syndicale n'existe pas, la commune est obligée d'organiser comme un référendum, de consulter les habitants de la section de commune. Et du coup, c'est plus difficile pour eux de disposer au sens juridique du terme, c'est-à-dire de céder, d'aliéner, de vendre les biens de section. Et c'est pour cette raison, ici à NED, que les commissions syndicales ont été créées. Donc de suite, je me suis aperçue que c'était pas du tout un bon critère, et qu'en fait, il y avait des commissions syndicales des sections de communes, qui continuaient de gérer leurs biens de section sans être dotées de commissions syndicales, de manière totalement informelle, et que finalement, c'était celles-là qui étaient les plus vivantes.
y compris sur le plan juridique, puisqu'en fait, il y a des assemblées de villages qui sont pas faites à dans les locaux de la mairie, voilà, où on partage un verre de vin, etc. Enfin, qui sont vraiment beaucoup plus vivantes. La commission syndicale, c'est un cheval de Troie pour en fait démembrer. Annette, c'est clair parce que j'ai pu réaliser un entretien. Alors certes, c'est un entretien téléphonique, le seul d'ailleurs téléphonique, mais avec l'ancien, comment on dit, la personne qui accompagne le maire à chaque fois. Oui, voilà, l'adjoint, exactement. Et donc, c'est lui qui m'a expliqué pourquoi ils avaient fait ce choix-là à l'époque. Et c'était vraiment dans ces termes-là. Il n'était pas foncièrement contre les sections de communes, hein, c'est pas ça, mais c'était simplement pour faciliter la gestion des biens de section, et en particulier les Il y a ventes. un truc qui me semble très, très marquant aussi dans cette histoire. Alors, je ne reviendrai pas parce qu'on n'a pas le temps, pas le lieu, qui reste le commun n'est pas collectif, c'est extrêmement fragile, et qui ça peut être contestable. Tu as dit ses réserves, etc. en matière juridique. Je ne reviens pas là-dessus. Mais ça, il y a quand même une affaire qui me semble tellement évidente à avoir parcouru les chemins de forêt avec Hans Kreuzler et vous autres, donc, forestiers tout à l'heure, et à t'avoir entendu tout à l'heure aussi, je trouve que c'est cette affaire de l'échelle en fait. Oui. Il me semble vraiment assez important pour penser peut-être aussi cette différence entre, j'exagère un peu, entre syndicat et section, enfin je veux dire par là, j'oublie, c'est que tu nous as dit pour commencer qu'à Ned, une grosse commune, alors on se regarde, une grosse commune, bon très bien. Surtout, non, c'est surtout Jean-Sciou Pigerol qui est très grande. Ouais, bon, néanmoins on vient de Paris, donc c'est une grosse commune. Et dans cette grosse commune, il faut comprendre qu'il y a, à t'entendre, autant de sections de communes qu'il y a de hameaux. Ouais, presque. Parfois, il y a 2 hameaux qui sont regroupés. Et ça, je trouve ça très intéressant à comprendre parce que quand d'autres parlent, alors je ne sais pas si les termes conviennent, j'en sais rien, quand d'autres parlent de communauté biotique pour dire comment réfléchir à notre habité, eh bien, c'est vrai qu'on est souvent surpris. Alors, on peut parler de l'Allemagne, de la France, 36 000 communes en France, etc. Mais une commune, on appelle commune des entités humano-animalo, je ne sais quoi, qui sont multiples en fait. Et ces sections de communes, elles reviennent peut-être à une échelle de voisinage, pour utiliser un terme un peu éculé, etc., qui sont quand même assez intéressantes aussi à considérer, quoi. Et je reviens à ce court passage entendu sur France Q il y a 2 jours, etc., où un gars disait il y a coopérative et coopérative. Pour moi, une vraie coopérative, c'est la coopérative où je suis capable de connaître le nom du président ou de la présidente et de lui serrer la main dans la rue. Donc, je n'idéalise pas d'angélisme, et ainsi de suite. On voit les difficultés que ça renvoie par rapport à ce cadre législatif nouveau qui est posé là-dessus. Et ça, quand même, ça invite aussi à réfléchir. Et je trouve que ça invite peut-être aussi à réfléchir précisément des trajectoires croisées, complémentaires et formellement divergentes pour ce que nous a raconté une certaine histoire d'organisation à des échelles données et une autre histoire qui s'enchevêtre avec celle-ci, qui nous raconte autre chose, une autre réalité. Alors, je trouve que l'histoire d'échelle, moi je traduirais un peu différemment. Ce que je trouve d'intéressant dans une petite commune par rapport à la commune, c'est que la représentation de chacun, dans un premier temps, je ne parle pas de la commission syndicale, je parle de la section. Dans la section, par rapport à la question du vote et de la représentation par le vote délègue à quelqu'un, dans la section, chacun est à égalité. Et quand on fait des assemblées, des réunions une fois par an, la parole de chacun, s'il le veut, alors pour ça, il faut, s'il le veut, sa parole n'est pas un pourcentage dans un vote. En revanche, moi je pense que les sections de communes, elles ont aussi perdu leur force parce que elles sont spécialisées dans l'Afrique centrale, c'est-à-dire dans des régions assez pauvres, qui ont perdu leurs habitants, qui ont perdu leur culture et la dignité de leur culture. Et le fait qu'elles aient oublié qu'elles avaient à la fois ce
associatif. Le fait que la mémoire de tout ça se soit perdue et que, au fond, le législateur dit on va nettoyer tout ça parce que c'est compliqué, embarrassant, et que, en fait, il n'y ait pas de conviction que l'on puisse avoir sa part de responsabilité et sa part, en même temps, sa voix égale, qui n'est pas une voix qu'on dépose dans un bulletin et qu'on délègue à quelqu'un, mais qui est une part de sa propre responsabilité sur les actes sur un territoire donné, dont on a la charge et dont on a la responsabilité. Du dialogique plutôt que du représentatif. Voilà. Du délégatif. Je trouve que cette question, enfin, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais c'est une des choses qui est pour moi assez fondamentale comme expérience là-dessus. C'est ça, c'est qu'on n'est pas représenté, on se présente. Oui. C'est la ligne d'art et canon, c'est vraiment ça, non? C'est l'idée du forum dialogique, sinon. Dès lors qu'il y a représentation, tu l'as dit à l'instant, par représentation, ça se complique un petit peu, c'est ce que tu disais à l'instant. J'ai du mal à généraliser. Là, moi, je ne comprends pas du coup à quel moment tu parles à un moment donné ils ont monté un mouvement associatif pour essayer de trouver un substitut à la commission syndicale, etc. En fait, à quel moment, à la base, dans les gestionnaires ou les membres de la gestion de commune, c'est pas déjà un système un peu associatif dans ce que tu viens de décrire finalement? C'est un système, on peut dire que c'est un système, c'est une association, mais c'est pas une association ni loi 1900. Les gens sont propriétaires ensemble, de façon invisible, de quelque chose dont ils ont la responsabilité. Ouais. Il y a eu une émission de matin à 9h sur l'histoire. Tu as peut-être entendu questionner ça, c'est dans les zones de province, les escarpins. C'est un ensemble de localités qui étaient propriétaires d'un marquis, d'un je ne sais quoi, d'un baron semi-italien, parce que c'est à la frontière italienne, qui était endetté vis-à-vis parce qu'il leur dépensait beaucoup d'argent. Ça se passe autour du 14e, 15e siècle. Et à un moment donné, les gens l'ont poussé à faire un texte, un acte, où il leur remettait la gestion entière des territoires. Et c'est resté jusqu'à Napoléon. Ils se sont battus pendant plusieurs siècles pour conserver la responsabilité. Ils n'en étaient pas propriétaires réellement, mais ils en étaient les légataires et les responsables. Ils se sont auto-organisés de façon horizontale pendant 3 siècles. Je propose une chose, c'est qu'on peut faire quelque chose de limite à l'instant, et que peut-être ça, on peut donner évidemment l'occasion de répondre à cet échange-là, bien évidemment. Et ensuite, on pourrait peut-être demander à Thibaut de dire les mots qu'il voulait nous dire. Puis, on donnera la parole à Manuel, en essayant d'entendre Manuel, d'avoir le temps d'échanger sur ses propos avant la pause. D'accord. Donc, je fais... Bref, alors. Commun n'est pas collectif. J'ai juste dit que c'était sur le terrain du droit que ça me chiffonnait, mais sinon, je trouve que ça renvoie vraiment à une opposition entre le commun austromien, le commun au sens économique, et ce que les anthropologues appellent par collectif, et qui aboutit à faire une critique du commun au sens austromien du terme, ou en tout cas à dire, enfin en tout cas pour, j'en reste à Philippe Descola là, pour dire le collectif naturaliste, c'est-à-dire le commun austromien, présente un certain nombre d'insuffisances au sens où il ne permet pas d'inclure dans la communauté d'autres personnes que les êtres humains. Donc je trouve ça très intéressant en fait cette opposition entre commun et collectif. Mais je dirais pas sur le terrain, pas avec les mots du droit, avec en chaussant d'autres lunettes que celles du juriste. Sur la question des échelles, je pense que c'est très important. Il y a un livre qui est vraiment bien là-dessus qui s'appelle Une question de taille. J'ai plus le prénom en tête, mais c'est de Ray. Un philosophe, R-E-Y, qui est aussi mathématicien. Et lui, il montre bien que son idée, c'est que la taille, ce n'est pas quelque chose qui serait
surajouter à la définition d'une entité quelconque, quelle qu'elle soit, mais que ça participe de la définition même de cette entité. Et il prend des exemples du genre, si aujourd'hui il y avait un véritable, comment on dit ça, un ogre, un géant par exemple qui existait, eh bien ce géant s'écroulerait sur ses pattes parce que en réalité il ne pourrait pas tenir debout. Et que en fait la taille, c'est vraiment, ça participe de l'être même, en particulier d'un être vivant. Bon, il prend d'autres exemples et ça lui permet de déboucher sur la question économique, politique, en disant attention, la question de taille, ce n'est pas quelque chose de surajouté, d'accessoire à la question politique, c'est fondamental. Et en particulier pour la démocratie, la démocratie directe n'est concevable et non sans doute possible que à de petites échelles locales. Et donc la section de commune, si elle permet d'une certaine manière la démocratie, enfin on va pas dire de la section de commune là, mais le communal, s'il permet l'expression d'une démocratie directe, c'est aussi parce que on en reste à de petites échelles. Donc moi, je pense effectivement que c'est vraiment une question fondamentale en fait, celle de la taille. Et donc une question de taille, en fait, c'est une relecture d'Ivan Illich. Ouais. Voilà. Mais à l'aune des questions actuelles. Ah oui, alors pour les sections de communes et la représentation, évidemment, il ne vous aura pas échappé que les sections de communes, aujourd'hui, fonctionnent à l'image des communes par le biais justement de la représentation et qu'on a en effet des habitants qui se font élire pour participer éventuellement, lorsqu'elle existe, à une commission syndicale. Donc on reste sur le modèle représentatif. Et ce à quoi tu fais référence, je pense que c'est vraiment parce que tu as en tête Sagné-Goudoulet, l'association forestière dont tu dois être adhérente, mais l'association forestière du Goudoulet, donc on est sur le haut plateau ardéchois, c'est vraiment une spécificité, puisque ça veut dire que les habitants du Goudoulet ont, en plus de la commission syndicale qui continue là-bas d'exister et qui fonctionne sur un modèle représentatif classique, choisi de créer en plus une association pour la gestion des revenus forestiers issus d'une forêt en particulier, la forêt des Goebels. Et donc ça veut dire que cette idée que chacun parle à égalité, etc., c'est pas propre à la section de commune, c'est propre à la manière dont les communiers, les sectionnaires du Goudoulet ont choisi, en marge de la loi, de faire vivre les biens de section. Oui, mais ça pourrait s'adapter. Ah mais c'est adapté, c'est super, c'est parfait. Mais je veux dire, c'est une association qui a été créée en plus de la commission syndicale. Voilà. Donc il y a toujours les moyens. Enfin, je voulais juste dire que dans les sections de communes, si on ouvre le Code général des collectivités territoriales, il y a normalement la possibilité, lorsque on dépasse un certain revenu cadastral et que la section comporte plus de 20 habitants, de créer une commission syndicale. Et cette commission syndicale, elle fonctionne sur le modèle représentatif, donc tout le monde n'est pas à égalité, puisqu'il y a les habitants élus et les habitants non élus. Voilà. Non, mais je voulais... Mais juste un dernier mot, sur le Goudoulet, justement, ce qui me paraît très intéressant dans cette section de commune, c'est que les gens du lieu explique bien que ce ne sont pas les êtres humains qui sont propriétaires des biens de section, des forêts, des pâturages, etc., mais que ce sont les bâtisses, les maisons elles-mêmes, les corps de ferme initiaux, qui sont propriétaires des propriétaires collectifs des forêts ou des pâturages. De sorte que là, on dépasse le collectif naturaliste, on dépasse le commun austromien, et on fait entrer dans la communauté des choses, et en particulier là, des murs, quoi, des pierres, des bâtiments, et voilà. Bon, voilà, j'arrête.